Regarde, Brian. Eh bien, des images commencent à apparaître sur les réseaux sociaux où l'on peut voir ce fort séisme qui a eu lieu là-bas au Pérou. Qu'est-ce qu'on sait pour le moment ? Eh bien, il y a des détails qui attirent pour l'attention, d'abord par la magnitude et aussi par le fait que des blessés sont déjà confirmés. On parle même déjà de certaines zones qui auraient été touchées par ce fort séisme. Il faut rappeler que le Pérou se trouve dans la zone sismique, la ceinture de feu du Pacifique, et cela, provoque de temps en temps de grandes frayeurs. Cette fois-ci, le séisme signalé est de magnitude 6,1 selon l'USGS des États-Unis, il l'indique comme un 5,8. Mais ce qui attire l'attention, c'est qu'il s'agit d'un séisme qui se produit et qu'en même temps, un autre séisme distinct survient entre le Japon et la Chine. Voici celui que nous voyons, dont nous parlerons bientôt. Il s'agit aussi d'un séisme de même magnitude. Plus ou moins d'une magnitude de 6 certains disaient aussi 6,1. Ici, il le signale comme un 5,9, mais il y a des séismes. La magnitude est presque la même et la profondeur aussi. Environ 44 000, 50 km de profondeur à peu près. Malgré cette profondeur, il a quand même été détecté, il a causé des dégâts, il a causé des problèmes, c'est ce qu'on a pu constater. Eh bien, au Pérou, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 27 personnes qui ont été blessées lors de ce séisme. Heureusement, il ne s'agit que de dégâts légers, aucune perte de vie pour l'instant. Un séisme de magnitude 6,1 comme l'a dit Pépé. Tu as les mêmes infos? Oui. 5,8, 5,8. Bon, ici, il l'indiquait au début au moins. Je suppose que c'était 6,1 dans la région d'Ica et cela a heureusement causé seulement des blessés légers ainsi que des dégâts matériels mineurs. Ce mouvement a été ressenti avec une intensité modérée à Lima, au Pérou, et il s'est produit à 12h57 locales, à une profondeur de 81 km, donc très profond, et son épicentre se situe à 41 km au sud de la ville d'Ica. N'est-ce pas ? Je salue toute la communauté qui nous accompagne. Merci d'être ici. Et regardez, nous allons rester attentifs à ce qui se passe. En général, lorsqu'un séisme survient ici et un autre au Japon, cela indique souvent une activité qui émerge simultanément à plusieurs endroits. Un séisme de 5,2 ou 5,3 en Alaska a attiré mon attention aujourd'hui. C'est assez courant, mais on dirait que toute la ceinture s'active, non ? Exactement. Je rappelle qu'hier, il y en a eu un en Chine. Un en Chine ? Qui n'est pas dans la ceinture, pardon, non, mais oui, ça a bien eu lieu. Ça a bien eu lieu. C'était intense et cela a causé des dégâts. Mais bon, voilà, n'est-ce pas ? Amis du Pérou, si vous êtes en ligne, dites-nous comment cela s'est passé pour vous sur ce sujet. Évidemment, c'est une nouvelle en développement que nous mettrons à jour au fur et à mesure que l'on en saura plus, d'autant que le nombre de personnes affectées sera probablement mis à jour. Donc voilà, nous en parlerons aussi plus en détail plus tard, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a autre chose que nous aurions oublié sur le sujet ? Séisme ? Eh bien, il y a eu une réplique de 4,1, mais rien de grave, tout est resté calme et il n'y a rien d'autre à signaler. Je ne sais pas ce que l'USGS indique exactement à ce sujet. Oui, il indique bien la réplique supplémentaire. Non, on n'y va pas. Mais pas beaucoup, car dans certains pays, après une réplique, il y en a 20, 30, 40. Oui, un séisme, 20, 30, 40. Exactement. Très près d'Ica d'ailleurs, n'est-ce pas ? On le voit là. Tout près d'Ica, cela aussi. Nos amis du Pérou nous diront si cela les a marqués. Je ne sais pas si au nord de l'Argentine, ils l'ont ressenti. Ils nous diront aussi du côté de la Bolivie, oui, si on regarde cette zone du Pérou, elle peut être relativement proche, surtout de la Bolivie. N'est-ce pas ? Et on le voit. N'est-ce pas ? Et bon, pour l'Argentine, pas tellement. Non, c'est déjà un peu plus loin, et pour le Chili aussi. Ici aussi, il y a eu un séisme au Chili. Alors, de quelle magnitude est-il ? Celui-ci est de 4,1 très profond ? Non, très profond. Et bon, restons aussi attentifs à ce qui se passe là-bas. Mais pour commencer, le plus important, c'est ça. Passons à d'autres sujets importants. Remarquez que dans le cas de ce qui se passe là-bas entre Donald Trump ou les États-Unis et l'Iran, cela est en train de se produire. C'est aussi un tournant important dans ce sens, puisqu'il avertit non seulement qu'ils vont reprendre les attaques contre l'Iran, mais qu'ils préparent déjà les attaques, qu'ils préparent déjà les options militaires. Et on en parle,
Et c'est un sujet qu'ils ne vont évidemment pas confirmer, mais on parle déjà d'une probabilité d'entrer avec des troupes. Donc, la suite. Passer à la phase suivante, cela pourrait commencer avec des bombardiers, mais aussi possiblement avec des troupes dans certaines zones. Surtout en pensant que ça a été un cycle. Et regarde, la compréhension des Américains commence à évoluer un peu. Parce que soudainement, il faut être attentif pour voir comment les gens vont réagir, comment ils vont réagir. Il faut aller voir les commentaires des gens en général, Twitter, Reddit, les médias en général, non? Quand tu regardes. Les réponses ou les options que les Iraniens proposent aujourd'hui, si c'était une option à 5 points, les 5 points seraient non toutes des lignes rouges. Les Iraniens. Et ils ne commentent pas le programme nucléaire, non, c'est-à-dire ils ne sont tout simplement pas en train de le négocier. Exactement. C'est un autre point qui est très préoccupant. Exactement, le point principal, ils ne l'abordent même pas, non. C'est-à-dire, et les commentaires étaient en gros moqueurs, disant que c'est un cycle, comme une boucle qui se répète encore et encore. On a déjà fait comme si de rien n'était au milieu de tout ça. Ya nos sentimos locos aquí. Exact. Alors bon, Donald Trump insiste sur le fait qu'une arme nucléaire ne sera pas autorisée. Et eh bien, tant que cela ne fait pas partie de la négociation, soi-disant l'option militaire revient sur la table. Exactement. Elle affirme encore une fois qu'il y a un délai limité pour faire avancer les négociations. Il faut rappeler qu'on est aussi censé être sous un ultimatum imposé par l'Iran de 30 jours en ce moment. Donc, je ne sais pas vraiment quel ultimatum nous suivons ici. Mais bon, les États-Unis, avec ce délai, elle dit, mais dans 2 ou 3 jours, peut-être vendredi, samedi ou dimanche. Cela fait déjà plusieurs jours. Peut-être au début de la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine. Mais ils ne donnent pas de date précise car on ne peut pas leur permettre d'avoir une arme nucléaire. Ils vont trop loin, donc c'est déjà trop tard. C'est un très bon ami et c'est un personnage qui se contredit constamment. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Il agit selon ses propres intérêts. On le connaît déjà. Pourquoi faire semblant, non? C'est-à-dire, c'est une réalité et ce qui est sûr, c'est qu'il n'aura pas d'autre choix que de retourner dans le conflit. Il n'a pas d'autre option. C'est perdre ou perdre. Dans quel sens? Politiquement, il n'a vraiment aucune chance de gagner les élections. Regarde les sondages, tu te dis que c'est sur lui. Le plancher est ici, il est 3 mètres sous terre. Oui, enfin, Aucun moyen, même Nixon n'en avait pas. En plus, quand Nixon avait déjà ce niveau de popularité, il a préféré démissionner, il a préféré partir parce qu'il disait que c'était impossible de gouverner un pays comme ça, et Trump non, il ne compte pas partir. C'est-à-dire, Trump en gros, il dit qu'il est populaire, non? Selon lui, et c'est comme ça qu'il le voit, disons, non? Et au sein d'une frange de plus en plus réduite qui le soutient. Voyons comment cela s'inclut. Même aujourd'hui, le Sénat le bloque et commence déjà à se mobiliser contre la guerre. Aussi. exactement. Aujourd'hui aussi, comme le dit Pépé, eh bien, le Sénat, une proposition qui a été votée, il y a eu 7 tentatives, si je ne me trompe pas, pour, disons, limiter le pouvoir qu'il peut avoir dans les décisions concernant la guerre. Donald Trump en Iran, spécifiquement en Iran, parce qu'ils ont essayé avec le Venezuela, ils ont essayé avec eh bien, les attaques dans les Caraïbes, pour être plus précis. Je l'ai essayé, ils l'ont essayé avec Cuba et avec le Venezuela, je veux dire, et aussi avec l'Iran. Et donc aujourd'hui, mardi, pour la première fois, ce projet avance et va leur permettre de commencer à débattre d'une mesure qui oblige le président Donald Trump à mettre fin à la guerre en Iran et à obtenir l'autorisation du Congrès pour la poursuivre. Un sujet qui lui a valu, malgré ses dires, de ne pas en avoir besoin. Et cela après que plusieurs républicains aient tourné le dos au gouvernement de Donald Trump et que le vote ait été de 50 contre 47. Donc, c'est vraiment dommage. S'il y a un démocrate qui eh bien, est un démocrate très républicain, je dirais que c'est lui. Viktor Orban de Trump, ce Fetterman ou quelque chose comme ça, c'est le nom de famille de ce personnage. Oui, il a voté, il vote toujours ce que dit Donald Trump, il vote de ce côté-là, et donc, eh bien, avec cela, on peut essayer de limiter le pouvoir de Donald Trump. José Alvarez dit « Vous ne faites que lécher les bottes de Trump ». Il dit « Il me semble que soit tu n'écoutes pas, soit tu n'as absolument rien vu ». Je t'écoute en ce moment. Pas une seule émission. Je crois que c'est mon homonyme José Alvarez. Alors, où es-tu ? Peut-être que tu t'es trompé de chaîne, mon pote, ou alors tu ne comprends vraiment pas l'espagnol, peut-être, n'est-ce pas? Salutations, salutations, José Francisco. Comment vas-tu, Walter Osorio? Un grand merci, Walter. Un énorme salut pour toi dans le sud du Mexique. Salutations à toute la communauté qui nous regarde à Campeche, à Tabasco, qui nous regarde là-bas, au Yucatan. Énorme salutations. Un grand merci. Merci d'être avec nous. Tapatia, comment vas-tu?
Nick Agost. Salutations à la communauté espagnole et à ceux qui nous regardent en Californie. Regardez dans le cadre du blocage de la construction. Un blocage de 400 millions de dollars. C'est ridicule, c'est vraiment absurde. Il lui demande si elle va la mettre en ligne. Bien sûr qu'elle va la publier. Par ailleurs, il bloque le mouvement militaire qu'il souhaite lancer mais refuse d'appeler guerre, bien que ça en soit une. Eh bien, ce sont les 2 revers les plus durs qu'il ait subis ces derniers mois. Exactement. Maintenant, ce dont nous parlons concerne le Sénat. Le projet va encore être débattu. Ce vote servait simplement à permettre la discussion. Donc, dans les prochaines semaines, cela va être débattu dans les 2 chambres et, si c'est approuvé, le bureau ovale, le dirigeant aurait alors la possibilité d'opposer son veto. De toute façon, il peut opposer son veto, ce qu'il fera sûrement si jamais cela passe. Nous évoquons déjà les aventures de Trump. Curieusement, aujourd'hui, on dirait que Donald Trump a poursuivi le département du Trésor pour une somme ridicule. Ridicule parce qu'ils l'ont enquêté, parce qu'ils ont publié certaines choses sur ses impôts. Eh bien, aujourd'hui, l'agence de Trump a retiré la plainte hier et maintenant, on comprend pourquoi cela ressort. Eh bien, il est parvenu à un accord avec l'IRS selon lequel ni Donald Trump ni sa famille ne seront poursuivis concernant les impôts. Imaginez, il se prépare déjà à partir, à s'assurer que ses enfants n'auront pas de problème parce qu'ils font des magouilles qui sont bien connues. On sait que toute la famille de Donald Trump se fait beaucoup d'argent. Eh bien, ils sont parvenus à cet accord avec le service des impôts selon lequel Donald Trump, sa famille et ses entreprises ne feront pas l'objet de réclamations pour impôts impayés en vertu de l'accord conclu aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai posé une question dans la section communauté avec une image, évidemment juste pour plaisanter ici. Avec cette image, nous n'allons pas mettre cette image. Je vous ai dit, Trump est déjà au studio, non ? Et imaginez, non, avoir ce studio-là, ce serait génial, non ? Eh bien, un jour, non. Un jour, bien sûr, mais imaginez que Donald Trump arrive, non. Le service secret arrive et dit « Allez, pose-lui n'importe quelle question que tu veux ». Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander ? Je demande à la communauté de nous dire ce que vous pensez qu'on devrait demander à cet individu. Sur n'importe quel sujet, sur tout ce que vous voulez, non ? Dites-moi n'importe quel sujet. Il me dit « Je vais être là dans ton studio, on va discuter, tu peux me demander ce que tu veux, non ?» Et quelles questions poseriez-vous au président des États-Unis, indépendamment des affinités et des aversions ? Je sais qu'il y a de tout, il y a toutes sortes de gens. Je pense que c'est une bonne occasion. Il y en a qui ne peuvent même pas le voir en peinture, mais indépendamment de ça, c'est le président de ce pays. Que lui demanderiez-vous, non ? Évidemment, des questions qui aient un sens par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais évidemment, je sais que toute question est valable. C'est super. Je veux dire, évidemment, vous savez que je l'interrogerai sur les extraterrestres, définitivement. Mais il y aurait beaucoup de questions qu'on pourrait poser qui seraient intéressantes. Et je ne vois pas qu'on lui pose dans les médias. Soit ils n'osent pas, soit on leur dit simplement « Vous ne pouvez pas poser cette question, non ?» Donc voilà, je laisse cette question, cette idée, et à la fin de la vidéo, je verrai quelles questions vous aimeriez poser à ce personnage. Abordons d'autres sujets tout aussi importants. Regardez ce qui se passe ici. Regardez, il se passe une situation terrible en Bolivie, à tel point que même les États-Unis réagissent et commentent. Ce Christopher Landau, qui a d'ailleurs été ambassadeur au Mexique, connaît très bien l'Amérique latine. Christopher Landau, il a été ambassadeur au Mexique quand Biden était là, oui. Et en plus, eh bien, il passait son temps à poster des choses donc sur ce qu'il aime au Mexique, donc il est devenu un fan du Mexique, non ? Dans ce sens-là. Eh bien, il est devenu très populaire parce qu'il passait son temps à dire « Hey, ici je mange des tacos, là je mange des tamales, ici je suis avec cet artisan, ici je suis… » Enfin, il passait son temps à essayer de faire ce qu'un travail diplomatique devrait être, n'est-ce pas ? De découvrir le pays, pas seulement les politiciens, mais vraiment d'aller découvrir le pays, de connaître sa culture et de tout découvrir. Voilà. Donc cette facette de cet ambassadeur ou ex-ambassadeur a attiré beaucoup l'attention et maintenant il est vice-ministre. Et vice-secrétaire d'État des États-Unis. Ce qui est très rare parce que très peu de personnes qui ont travaillé pour Biden ont obtenu un poste sous l'administration Trump.
Il fait partie de ces rares personnes et je pense que c'est parce qu'il a une bonne compréhension de l'Amérique latine, il a su observer et être critique, mais aussi. Avec bienveillance, disons-le, il n'a pas été proche de certaines choses en Amérique latine, n'est-ce pas? Contrairement à d'autres qui sont très froids au moment d'agir. Leurs commentaires et leur façon de voir les choses les font presque toujours ressembler à des policiers. Ils ne ressemblent pas à des ambassadeurs. Dans ce cas, ce personnage alerte qu'il observe un coup d'État en cours en Bolivie. Et cela, évidemment, déclenche des alertes aussi bien en Bolivie qu'en Amérique latine. Exactement, il affirme qu'en Bolivie, on fait face à ce coup d'État dont parle Pepe, en cours, promu par des secteurs liés au crime organisé. Et il a déclaré que les États-Unis soutiennent le président Rodrigo Paz au milieu de ces manifestations, émeutes, blocages de routes, et elles deviennent vraiment très intenses. Et cet avertissement lancé par le vice-secrétaire d'État américain affirme qu'il y a des mobilisations violentes, qu'il existe une alliance qui est destinée à cela, à affaiblir les institutions de la Bolivie. C'est-à-dire, disons, de la garder. Si c'était avec celui-ci, avec ce Trump, il a raison. Ada l'a fait, et cela lors du premier mandat, n'est-ce pas? C'était lors du premier mandat. Et ensuite? Avec Trump, mais avec Biden, c'était Monsieur le Cowboy. Vaquerudo. C'était Monsieur Marquez, oui, je me souviens. Oui, lui qui traînait toujours là-bas. Comment il s'appelle? Là-bas, dans les bureaux du palais du gouvernement, il y passait tout son temps. Parfois même 2 fois par jour, non? Et puis, on parle du fait que, dans le cadre de l'alerte, il y a déjà eu une lettre signée par plusieurs pays, des pays qui n'ont pas eu de bonnes relations dans le passé, avec Evo Morales principalement, mais en général, on ne voit plus seulement un mouvement de protestation, mais plutôt un mouvement de rébellion, non? Du groupe. Ça va trop loin parce que, regarde, Evo Morales est là alors qu'Evo Morales a des accusations très graves contre lui, notamment d'abus de mineurs, entre autres choses, et même d'avoir, comme des groupes de mineurs ou des choses comme ça. En gros, c'est l'Epstein de l'Amérique latine, non? Mais en plus, il est politicien, corrompu, etc. Mais en dehors des accusations, il continue à avoir et à mobiliser des gens, et dans ces mobilisations, clairement, si Evo tombe, beaucoup d'entre eux vont tomber aussi. Donc, au final, c'est un réseau. On ne parle pas seulement de lui, mais d'un réseau. Et ils vivent de cette existence, tout simplement. Parce que ces personnages, dans le cas où ils ont déjà été traduits en justice, évidemment, ils ne retrouveront jamais la liberté de leur vie. Les accusations sont très graves et ils ne veulent pas lâcher le morceau non plus, c'est-à-dire ils veulent continuer à garder le pouvoir en Bolivie. Donc ils en arrivent à un tel point qu'on soupçonne déjà un soi-disant coup d'État. Je ne sais pas s'ils y pensent, mais la situation s'aggrave de plus en plus. Il y a des blocages, des fermetures de routes, on parle déjà même de coups, de jets de pierre, de ce genre de troubles, disons. Oui. J'avais vu des affrontements avec la police et des comportements plus violents. Plus violentes. Donc c'est un sujet qui évidemment va continuer. Je ne pense pas que ça va se résoudre par le dialogue et je ne pense pas qu'on va pardonner ce qu'a fait ce Morales. Donc en fait, on va plutôt voir qui a le plus de force essentiellement, non. C'est ce qui est en train de se mesurer là. Et le calcul que fait Morales, c'est un calcul d'aller jusqu'au bout, comme on dit. Donc jusqu'à présent. Je pense que le gouvernement bolivien s'est contenu, mais si ça continue, malheureusement, il pourrait y avoir des affrontements entre la force de l'État et ses groupes. Et en fait, il y a déjà des affrontements entre ces forces, n'est-ce pas? Exactement, une situation vraiment compliquée. Ce Christopher affirme donc que, le président actuel a été élu lors d'un processus démocratique il y a un peu moins d'1 an. Il est en poste et pour cette raison, il n'y a aucune raison de faire face à ces mouvements, à ces manifestations de la part du président Evo Morales qui, est plongé dans la corruption. Écoutez, mais la date est déjà passée, Soli. De quoi? La date du pari. Oui, écoute, non. Si vous souhaitez l'étendre ici. Non, Soli ne viendra pas. S'il ne vient pas maintenant, il ne viendra plus. Il reste moins d'1 mois. Pourquoi? Pour l'affaire de la FIFA. C'est-à-dire, les visas ne sont pas ouverts aux Argentins? Non, ils n'en ont pas? Tu dis pour la Coupe du Monde. Oui, parce que l'idée était pour la Coupe du Monde, mais non, il n'y en aura pas. Soli, si ce n'est pas le cas maintenant, il n'y en aura plus. Moi, ce que je vois, c'est le contraire. Ils cherchent plutôt comment retirer les visas à tout le monde. Pas donner des visas, l'attitude de Trump. Oui,
Parce que ce que j'ai fait il y a un an, j'ai perdu un an avant l'événement, pas juste un mois. Oui, non, non. Non, et maintenant c'est déjà fait déjà. Et j'espère que oui, ce sera le cas, mais oui, non, non, il n'y a pas moyen. Non, c'est que, enfin, Trump a fermé l'accès aux visas pour les pays les plus proches, avec les pays, enfin, avec l'Argentine. Je veux dire, il s'entend bien avec Milei, mais de là à vouloir ouvrir, enfin, les États-Unis à tous les Argentins, non, je ne vois pas comment. Non, ce n'est pas notre cas, encore moins ceux de MAGA. Franchement, je ne les verrai pas avec ceux de MAGA. Et aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est l'opposé. Ce qu'il veut, c'est être strict sur la question de la migration, que ce soit l'Angleterre, le Japon, le Canada ou peu importe. En fait, ce qu'on lui demande, c'est de la fermeté. Non, c'est ça qu'il veut. Donc sinon, enfin, je veux dire, il va dire des choses, mais non, 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 je ne sais pas par où. Mais sinon, eh bien, c'est la même chose que la dernière fois. Non, il n'y a pas moyen, c'est juste comme ça. Mais si tu veux, on peut faire un autre pari si tu veux, mais celui-là, tu l'as déjà perdu, Solia. Oui, non, ne me fais pas durer ça. Il dit que les Argentins n'émigrent pas aux États-Unis. Ça ne nous plaît pas, mais c'est loin pour eux, tu vois, non. Les Argentins ne partent pas, ils restent au Mexique. Mais oui, non, en fait, ils migrent. C'est-à-dire, ce sont de grands migrants. Les Argentins voyagent partout. Tu les vois en Espagne, tu les vois au Mexique. Tu les vois, je veux dire, tu les vois partout. La vérité, c'est que c'est un peu comme à une époque, peut-être, les Galiciens, non? C'est-à-dire, ils voyageaient beaucoup. Oui, ils migraient énormément. Ils avaient cette réputation, mais ça, ils le font depuis longtemps, non? C'est pour ça que tu les voyais ici. Mais tu les voyais aussi beaucoup en Espagne, non? Toujours aussi, ils vont beaucoup en Espagne aussi. Je veux dire, Les Argentins, oui, l'Italie, j'imagine, non? Je suppose, là, on met ça. il y en a ceux ayant de la famille italienne, on suppose, jusqu'à il y a quelques années. Ils avaient la possibilité d'avoir une double nationalité, non? Double, mais bon, passons à d'autres sujets, passons à d'autres thèmes. Et là, ça devient double, alors, tout ou rien. Ou quoi? Soli, alors, ça va, double. Doble. Va, va, va. Passons à d'autres sujets également importants de ce qui se passe dans le monde. Regardez, il y a une série de commentaires que ce Tim Burchett a fait, non? Lui, l'un des membres du Congrès, peut-être, les plus remarqués qui ont parlé du sujet des UAP, non? Et toute cette affaire, et j'aimerais qu'on mette l'image ici, c'est une interview qu'il a donnée à News Nation, non? Un média qui donne de l'espace à certains membres du Congrès des États-Unis pour parler de ce sujet, non? Là, on a même vu George Knapp lui-même, non? Tim Burchett lui-même, Luna, comment elle s'appelle? Anna Paula Luna. Anna Luna, etc. Non? Le représentant Burchett espère que dans cette interview, où il assure, c'est qu'il va y avoir dans les informations qu'ils vont divulguer intentionnellement. Oui, ils vont commencer à divulguer des informations totalement fausses, tant que ça. Oui, hein? Pourquoi? Pour générer comme cette idée de regarde, non, il ne diffuse que des saletés, il ne diffuse que des informations qui ne sont pas vraies. Tu vois, non, autrement dit, ils feront un travail de renseignement. En gros, pour dire, regarde, pour discréditer ou enlever de la valeur, disons, à ces vidéos, images, photos qui sont vraiment réelles, qui sont vraiment importantes, qui doivent être étudiées, comme ce qui concerne Meritas. Toi-même, tu lances des informations qui, tôt ou tard, vont être découvertes comme fausses, et les gens vont dire « Hé, attends, ils sont en train de… » Mais par exemple, ils ne mettent pas une vidéo d'elle, ou ils mettent une vidéo qui a clairement été produite, ils mettent… Et donc ça perd complètement en crédibilité. Tout, bien sûr, bien sûr. C'est intéressant que Burchett prenne les devants, parce que, si ça arrive, c'est pour ne pas tomber dans ce genre de situation, non? Je trouve ça intéressant. Il a été plus dur qu'Anna Paulina avec lui sur le sujet du renseignement. Et comment se sont-ils comportés lorsqu'il s'agit de faire pression sur le Congrès pour ne pas donner d'informations ou pour ne pas déclassifier ce que le Congrès les a obligés à déclassifier? La seule règle était que si l'on démontrait que c'était risqué pour la sécurité nationale, alors dans ce cas, ils pouvaient n'en bloquer cette vidéo, cette photo ou ce dossier. Mais dans le cas où cela ne serait pas démontré, alors il devrait ouvrir ce document, et ainsi de suite pour chacun des documents. Alors il dit « Je crois que la dissimulation continue. Je pense que le président et la Maison-Blanche ont des problèmes avec beaucoup de nos agences à sigles, dit-il. C'est le classique État profond contre l'Amérique. »
Il affirme donc que le mouvement est déjà devenu, qu'il est en train de se produire ou qu'il a déjà été transformé. Un mouvement qui est celui d'aujourd'hui. Générer de la désinformation et donner l'impression que, aucun des cas n'est valable, n'est-ce pas? C'est l'approche qu'il dénonce, au moins, n'est-ce pas? Donc voilà. Et cette technique est vraiment très utilisée, n'est-ce pas? Très utilisée, mais le problème, c'est qu'elle fonctionne, en fait. Oui, bien sûr, oui, ça marche. Discréditer fonctionne toujours. Exactement, discréditer fonctionne toujours. Et c'est bonne vieille recette de désinformation, la bonne vieille méthode fiable. Pour ainsi dire. D'ailleurs, un autre point qui attire l'attention, c'est de donner l'impression qu'il y a moins de désinformation. Ce que fait lui-même Vladimir Poutine là-bas comment ça s'appelle? En Chine, n'est-ce pas? Là-bas, ils le reçoivent aussi, non? Eh bien, comme l'accueil classique d'un dirigeant qui compte pour la Chine, on n'a pas vu ça jusqu'à présent. En tout cas, moi, je n'ai rien vu de tel. Images, désinformation, signe négatif. Non, au contraire, on a simplement vu des images. Des images dans la désinformation, la sensation. Ce qui a été généré, c'est un accueil très classique, typique de pour Vladimir Poutine, arrivant en Chine. Et dans ce cas, bon, ici, nous voyons, je crois, l'image de ce Trump, non? Non. Ou moins de désinformation, un accueil moins typique, une sensation de désinformation. Merci. En fait, si tu regardes bien, on voit là où il descend de l'avion. C'est curieux, oui, il y a eu des différences. Évidemment, les médias russes essaient de dire que non. Que l'arrivée qu'on lui a faite était plus spectaculaire. Tout est bon pour dire « Oh non, l'ambiance là-bas est meilleure ». Non, eh bien oui, c'est celui des États-Unis, c'est celui des États-Unis, oui, c'est celui des États-Unis, oui. Donc voilà où j'en étais. Que les médias russes ont été... On dit que l'accueil de Vladimir Poutine est meilleur car il a été reçu par Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères. D'autres estiment que c'est simplement plus important. Qui a accueilli Donald Trump? Qui a accueilli Donald Trump, le président du Congrès, du Parlement qu'ils ont en Chine? Donc certains considèrent que l'un est plus important que l'autre, mais bon, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui va se passer entre Xi Jinping et Vladimir Poutine? Et Vladimir Poutine, enfin, non, je veux dire, oui, c'est important. Oui, c'est important de toute façon, enfin, Qui va l'accueillir? Moi, je considère... Regarde, il dit ce qui suit. Les médias russes indiquent que Poutine semble avoir reçu un accueil à l'aéroport de plus haut niveau à Pékin. Il dit Poutine a été accueilli par Wang Yi, comme tu le dis, non? Il dit que, selon certains analystes chinois du protocole, la présence d'un membre du Politburo à l'aéroport montre que Pékin considère le visiteur comme très important. Ah, c'est celui qui est allé avec Trump, et pas avec Poutine. Donc je veux dire, je ne doute pas que la relation avec Poutine est importante, surtout parce qu'il a des armes nucléaires et que c'est ton voisin. C'est-à-dire, dès le départ, tu dois montrer un certain respect et tout ce que tu veux. Mais la dépendance envers la Chine est l'interdépendance, parce que ce n'est pas une dépendance d'un seul côté, c'est une dépendance des deux côtés. C'est des États-Unis et de la Chine, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis dépendent d'eux. Depuis des années, ils achètent en des dollars, mais pas seulement ça, ils continuent d'en acheter. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils achètent d'autre? Eh bien, les fameuses dettes, la dette des... comment ça s'appelle? Des États-Unis, du Trésor. Et pas seulement ça, mais on voit aussi comment la Chine, lors de cette visite qu'elle a faite, ce qu'elle a accéléré, c'est quoi? Les affaires. Et je dis, c'est bien, c'est parfait. Et qu'a fait Donald Trump? La même chose, exactement. Et au contraire, j'ai vu une Chine, un Xi Jinping très sûr de lui, et des États-Unis qui disaient non. En gros, il vaut mieux qu'on fasse des affaires, non? Et oublions tous les autres problèmes, non? En gros, c'est ça. Donc la visite chez Poutine, ce qui serait intéressant, ce serait de voir ce qui va se passer après la visite. C'est-à-dire avec des faits, pas avec des commentaires à ce point, parce que les commentaires seront du genre « nous sommes super amis », nous sommes « non, qu'est-ce qui va suivre après ça ?» C'est-à-dire quelles opérations vont suivre, par exemple, en Ukraine, non? Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on va voir, par exemple, sur la question du pétrole? Attention, Donald Trump a prolongé d'1 mois de plus la vente de pétrole russe, c'est-à-dire, au final, je reviens à la même chose, les affaires passent avant tout, non? C'est-à-dire, c'est ça, non? L'idée, au moins, de Donald Trump, non? Pour eux, les affaires passent avant tout. Alors, on va voir, parce que Xi Jinping est effectivement très pragmatique dans ce sens-là. C'est-à-dire ce qui l'arrange et ce qui... Non, il fera ce qui lui cause le moins de problèmes. Et bon, eh bien, on verra, non? On verra quelle sera l'approche. Je n'imagine pas qu'ils vont faire une déclaration trop dure. Oui, ça les a dérangés ce qu'a publié le Financial Times, qui disait, soi-disant, que Xi Jinping avait dit à Donald Trump que Poutine allait regretter ou pourrait regretter à l'avenir. À propos de la guerre en Ukraine, non? C'est comme un message subtil disant que à l'avenir, il pourrait regretter quelque chose comme ça. Oui, comme s'il allait perdre. Ouais,
Mais ça, même si c'était vrai, évidemment, un gouvernement ne va jamais le reconnaître. Pas seulement, Que ce soit chinois ou... peu importe en général ce qui se dit en coulisses. Normalement, on ne va pas le reconnaître, à moins que quelque chose ait été enregistré, sinon on ne le reconnaîtra pas. Et c'est pourquoi ils sont immédiatement sortis et ont dit « Non, nous n'avons pas dit ça ». Et, et, et la Maison-Blanche non plus n'est pas sortie pour confirmer que « Eh, oui, tu l'as dit ». Non, non, non. La Maison-Blanche non plus n'a accordé d'importance à cela. Ça a été en fait plutôt une fuite au Financial Times qui n'a pas eu de grandes conséquences, vraiment, non. C'est-à-dire, au-delà des ragots et de tout ce qui se dit dans ce genre de fuite, ce qui compte, ce seront les faits. C'est-à-dire, vraiment, qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire, si tu regardes, tu vois une Chine à partir de cette visite. En voyant tout un tas d'armes, ou des soldats, ou peu importe, à Poutine, tu te dis, et bien évidemment, alors, elle penche complètement du côté de la Russie. Mais si tu vois la même chose que d'habitude, que oui, on est super copains, et qu'elle n'envoie jamais vraiment une aide importante, alors tu te dis, probablement ce n'est pas le cas. C'est juste pour faire bonne figure? C'est juste pour faire bonne figure. C'est pareil avec l'Iran, c'est-à-dire, il dit à l'Iran, oui, oui, mon meilleur ami, et en ce moment, il lui envoie des systèmes de défense arabes. Donc, il joue avec tous et fait négocier le Pakistan. Et accélère les négociations pour... Que tout le problème soit enfin réglé. C'est la fille la plus convoitée de Chine en ce moment. Oui, exactement, c'est-à-dire, ils savent quelle est leur position et ils en profitent parfaitement. Et ils ont un style, peu conflictuel, visuellement, non? C'est-à-dire, non, ils ont tendance... Oui, parfois ils font leurs commentaires, mais ils ne cherchent pas trop l'affrontement si ce n'est pas nécessaire, donc. C'est-à-dire, ils restent un peu plus, disons, en coulisses. N'est-ce pas? Ils font leurs arrangements. Passons à autre chose. Je veux dire, et les analystes le disent, le fait que les deux présidents des grandes puissances vont... Le visiter en si peu de temps, cela place la Chine au centre de tout. Ils la mettent au-dessus, bien sûr, c'est-à-dire, ils te montrent qui est le puissant maintenant. Qui doivent-ils aller voir? Qui doivent-ils visiter, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est-à-dire... Emandra de Rublos, merci. Comment vas-tu? EMT, salutations à toute la communauté qui arrive. Tapati à plus, salut. Bon, il y a d'autres sujets, il y a aussi d'autres affaires importantes. Laissez-moi passer aux images, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs images, qui sont là. En attente, donc, je pense qu'on va commencer avec cette image. Voyons si on peut la mettre ici à l'écran. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, nous voyons une attaque qui a eu lieu dans une zone en Russie qui a déjà été attaquée plusieurs fois. Et bon, ensuite, cette zone a aussi été visée. Nous allons en parler plus tard, de ce qui va se passer. Ce sujet va devenir plus intense. Cette zone s'appelle Ryazan. C'est une région de Russie qui possède de nombreuses raffineries, malgré le fait qu'ils aient des défenses. Eh bien, ils n'ont pas réussi à arrêter les attaques des drones ukrainiens. Voilà, c'est ça, non? C'est ça le problème, non? Voilà le sujet. Nous avons aussi une autre image. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, nous voyons le commandant militaire suprême de l'Ukraine. Lui, d'ailleurs... Alexandre Syrinsky, il a été formé en Russie, curieusement, et donc voilà, c'est la question. Mais c'est lui le commandant suprême. C'est en Ukraine. Il est ukrainien. Mais il a étudié en Russie. Donc, il a beaucoup de connaissances sur les stratégies russes. Ce personnage, en ce moment, dans cette interview, explique que l'on sait déjà, grâce aux renseignements, que la Russie planifie des opérations offensives maintenant depuis la Biélorussie. C'est-à-dire, ils vont attaquer à nouveau le nord de l'Ukraine. Vous vous souvenez? C'est ainsi que la guerre a commencé en 2012 avec des attaques dans le nord. Cette fameuse ville de Boutcha, qui a été dévastée une fois que les Russes en ont été chassés, se trouve justement dans cette zone du nord. Une autre image qui attire aussi l'attention, c'est celle-ci, c'est un robot tout simplement en train de monter des escaliers, non? C'est en accéléré. Oui, en accéléré, oui. Il les montre toujours en accéléré. Oui, parce qu'ils sont encore un peu lents. Mais au moins le mouvement est un peu plus fluide maintenant. Ce n'est plus seulement Boston Dynamics, non? Il y a maintenant plein d'entreprises. Tous... Les jours, on en met... Un robot ici. Tous les jours, il y a... Un robot qui fait quelque chose de différent, non? Qui fait des choses différentes. Ou qui se ridiculise aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, 2 ou 3 fois, on doit mettre. Parce que le matin, on mettait... Un autre qu'il ne pouvait éteindre. Qu'il ne pouvait pas l'éteindre et qu'il est en train de danser.
Je le comprends parfaitement, c'est très difficile, c'est très difficile. Il ne pouvait pas arrêter son rythme. Eh bien, ce sont peut-être des épreuves très... Basique et peut-être merci. Eh bien, merci. Elle s'en va déjà, merci. À voir. Aussi merci. Image, eh bien, elle a attiré l'attention, c'est une image de la structure, d'une, eh bien, statue, non, qu'ils sont en train de faire. Ce serait, disent-ils, la plus haute statue de Jésus au monde, selon ce qu'ils rapportent. Ils vont détrôner le Brésil. Le Brésil, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle sera plus haute, plus grande que celle du Brésil, soi-disant. Soi-disant. Et celle-ci sera en Arménie. Celle-ci sera construite en Arménie, selon eux. C'est aussi un sujet intéressant. Voici l'autre partie, voilà à quoi ça ressemble. Regardez les petites personnes en bas. Eh bien, la vérité, c'est que oui, c'est surprenant. En réalité, ils doivent vraiment le faire aussi. Un peu, oui. N'est-ce pas? Mais une croix, je trouve ça ridicule. Il y a des choses plus importantes sur lesquelles dépenser son argent, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, surtout si c'est le sien. Monument ou quelque chose comme la Tour Eiffel, c'est toujours critiqué. Je veux dire, il n'y a aucun moyen que ça ne soit pas critiqué. C'est comme lancer des pierres. Non, c'est juste qu'il y a des gens très critiques. Rien ne leur plaît ni ne leur convient. Je ne citerai pas de nom, voyons. Mais normalement, c'est que... C'est que, voyons, on a demandé aux gens s'ils voulaient construire ça. D'accord. Et les gens disent oui, parfait. Mais beaucoup le font et posent la question. Oui, non. Et il y a toujours le classique, genre non, qu'ils fassent des sondages, non, qu'ils demandent aux gens. Oui, ben oui. Non. Mais oui, sérieusement. En fait, vraiment, il y a toujours des gens qui critiquent ça. Je ne veux pas dire, je n'insiste pas, c'est tout. Donc voilà, on continue avec d'autres images. Non, mais si tu réfléchis à comment était la France, comment était Paris... En fait, c'est vrai que ça a l'air très joli et tout d'un coup, un truc, enfin le faire au milieu comme ça, tu te dis, c'est affreux. Maintenant, tu t'es habitué à l'image et ça va. Oui, c'est beau, là, la tour Eiffel. Mais en réalité, c'est une structure métallique toute pointue. Et oui, ça casse complètement avec le style de l'architecture de l'époque, non? Enfin, ça fait bizarre, non? Mais bon, c'est devenu un grand symbole, n'est-ce pas? Pareil pour la statue de Jésus là-bas au Brésil. Que l'on soit religieux ou non, la statue est déjà un classique de Rio de Janeiro. Désormais, elle sera toujours présente sur toutes les images, n'est-ce pas? Donc oui, c'est comme ça. Voilà le problème. C'est ça l'affaire. Il y a aussi une autre chose. On ne m'a pas demandé si je voulais le Cerro de la Silla. C'est ma hauteur. C'est ma nature. C'est lui, le bon. Ici, on voit ce qui se passe. Là-bas, je ne sais pas si toi... Je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas mis, je ne l'ai pas envoyé. Non, c'est toi qui l'as mis. Et tu l'as envoyé? Ah oui, c'est vrai, en Turquie. Je m'en souviens maintenant. C'est que je te connais. En Turquie? Oui, tu l'as aussi pris le matin. En Turquie, il y a eu des drones qui ont frappé des fenêtres. Plusieurs appartements ont été touchés. On ne sait même pas. Bon, je n'ai pas non plus mis l'information. Celle de l'origine du drone, le but du drone, mais plusieurs maisons ont été touchées. C'est bien. C'est-à-dire, mais tu sais qui l'a fait. Eh bien non. Eh bien, ils n'ont pas dit? Tu vois, il y a aussi la Turquie. Par exemple, c'est le sujet de... Sur l'Iran, eh bien non, je n'ai pas voulu donner mon avis. Enfin oui, je donne mon avis, mais je ne sais pas... Non, je ne critique pas l'Iran, non. Non. Donc je ne sais pas à qui cela appartient et ils n'ont pas donné beaucoup d'informations. Eh bien, une autre des images d'aujourd'hui, c'est aussi ce type qui fait un reportage où parle de robots. Des robots de Walter. Oui, non, le troisième robot aujourd'hui, tu vois, c'est Walter. C'est Walter. Walter travaille, eh bien, celui-ci travaille comme maçon. Il fait le maçon. On dit qu'il a la capacité de faire plusieurs choses en même temps parce que, eh bien, il est en cours de construction au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce qu'au Royaume-Uni, il manque de maçons. La majorité des maçons ont en moyenne 45 ans, c'est-à-dire ils sont déjà assez âgés pour continuer à faire ce métier. Ils sont jeunes, on ne peut pas vraiment parler d'années. Mais c'est la moyenne. Nous avons connu des maçons octogénaires. Oui, mais si c'est la moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens de 80 ans qui sont encore maçons. Maçons, donc aussi très jeunes, non? Et il n'y a pas de gens très jeunes. Nous avons connu des personnes de 125 ans. Non, pardon, d'accord. Alors, bon, ce robot qui s'appelle Walter peut faire plusieurs choses. Les plus lourdes, c'est-à-dire celles qui sont les plus difficiles. Non. Non, évidemment que je le note. Les tâches les plus pénibles ou difficiles pour un maçon, non? C'est ton homonyme, Walter Osorio. Oui. C'est Walter Sanlacinley.
Walter sans la simile, c'est vu. Eltar. C'est Walter, ok. Et le seul problème avec ces robots, c'est que, en général, ce qu'ils peuvent faire reste assez limité pour l'instant, non? C'est-à-dire, mais par exemple, quand il s'agit de maisons dans des quartiers comme Infonavit, c'est-à-dire où toutes les maisons répètent exactement le même modèle. Oui, j'imagine que c'est beaucoup plus simple. Mais pour les maisons, je pense que remplacer un maçon par un robot sera extrêmement difficile. En fait, la tendance actuelle est qu'il remplace davantage des professions comme les avocats et d'autres métiers à cause des systèmes d'IA, non? La machine, enfin l'IA, disons, n'élimine pas l'avocat, évidemment, mais elle réduit, disons, la charge de travail. Le nombre d'avocats dont on avait besoin auparavant dans un cabinet. Oui, avant il fallait avoir. Ils enquêtent? Oui, les juniors comme on les appelle, ou le nombre exact de ceux qui s'occupent de faire la paperasse, d'enquêter. Eh bien voilà. Si tu en as besoin, mais pas autant, avant tu devais en avoir plusieurs. Maintenant il n'en faut plus autant. Dans le cas des menuisiers, des électriciens, des maçons, de nombreux métiers, eh bien non. Comment les remplaces-tu? Ou remplacer, c'est compliqué. Comment t'adaptes-tu à autant de matériaux? C'est pour ça qu'on te place ainsi, donc le fait de mettre des petits blocs comme l'autre jour où ils mettaient un robot assistant. Tu te souviens? Et que j'ai publié ici, en regardant les détails, tu te rends compte comment ils préparent tout. Ouais, ils arrangent tout pour que le robot ait l'air super, et la petite banane, par exemple, il prend une banane et il en fait un smoothie, non? Il prend la banane et il fait comme ça. Oui. Tu as dit, ils ont mis le chat sur le téléphone. Oui, la banane, si tu lui fais... Le zoom, c'est-à-dire, on voit que la banane est coupée comme ça et rien de plus. Et tout est arrangé comme ça pour que, non? Voilà, on voit, regarde. Bien sûr, c'est comme ça, ce n'est pas facile, ce qu'on fait n'est pas facile. Par exemple, je donnais un exemple, une personne qui se consacre à l'analyse de robots et il demande comment lui enseigner les différentes machines à laver à la maison. Les différents lave-vaisselle dans les pays où ils utilisent des lave-vaisselle, enfin tout ça, il faudrait que tu sois en train de l'entraîner pour chaque machine à laver différente qui sort, des micro-adaptations. Comment tu fais? Oui, je comprends. Ils vont le faire tôt ou tard, mais ce n'est pas encore au point, non? Il manque encore quelque chose. Et regarde bien, la petite machine. Ce n'est pas une si petite machine. Non. Non, ce n'est pas une petite machine. Un truc énorme, n'est-ce pas? Enfin, oui, c'est... ça oui. La seule bonne chose, c'est qu'il va venir et qu'il ne manquera pas les lundis. Ça, c'est sûr. Ils ne manqueront pas les lundis, ils vont le dire. Ça, c'est sûr, pas de souci. Y aller, ça, c'est sûr. Pas de souci, mais il me semble que ça te coûtera plus cher, non? Oui, bien sûr. Enfin, c'est que... Un truc du genre, je ne dis plus rien, c'est tout. C'est ce que j'attendais pour l'an 2000, mais bon, allons-y, on a 26 ans de retard. Tu sais, dans les films, ils imaginèrent toujours l'an 2000 comme la chose la plus futuriste du monde. Et bon, ce n'est que maintenant que ça commence à devenir intéressant. Il y a aussi ça, cette image que nous voyons ici. Nous y sommes. Oui, on l'a vu. Mais on le répète car c'est sympa et intéressant. Ici, nous allons voir les chats dans les tranchées. Eh bien, les chats ont été des animaux super utiles pour arrêter les invasions de souris. Mais ils ont aussi la capacité d'entendre les missiles avant qu'ils n'arrivent. Très souvent, eh bien, les soldats savent à l'avance grâce à la façon dont réagissent les chats et les chiens en général. Mais les chats, parce qu'ils entendent les sifflements de très loin. Bien sûr. Eh bien, ça fait aussi partie de ça. Nous avons une autre image, non? Je crois que oui, c'est celle-ci ou pas. Non, c'était la position. Le sifflement vient de l'inondation très loin, oui. D'ailleurs, oui, c'était terrible. C'est-à-dire que jusqu'au matin, quand nous l'avons signalé, il y avait 18 personnes décédées. Bon, eh bien, je n'ai pas vérifié s'il y a une autre mise à jour. Nous avons suivi l'affaire de l'Ebola. Oui, ça a un peu changé, mais on va attendre demain pour avoir une mise à jour plus complète, pour voir comment ça évolue. Bien sûr, ça continue d'avancer, évidemment, non? Mais bon, on en reparlera mieux demain, non? Parce que oui, c'est très intéressant, mais ce n'est pas non plus si urgent, non? L'affaire, passons à autre chose. Ici, il va y avoir un autre robot. Regardez, une autre étape. Oui, eh bien, autant le faire tout de suite, une fois que vous le verrez. Mais regardez, franchement, je ne sais pas pourquoi, ceux qui construisent des robots s'obstinent à leur faire des choses artistiques. L'art, laissez-le aux humains, c'est à ça qu'on veut se consacrer. Oui. Enfin non, oui, ça n'a pas de sens, mais bon. C'est un robot qui peut sculpter le marbre, sculpter le marbre. Oui, c'est génial. Qu'est-ce que fait ton robot? Non, eh bien, il crache, c'est ce qu'il fait. Il se cure le nez aussi. Il se cure le nez et il crache, c'est tout ce qu'il fait.
Enfin oui, qu'on voit que ce soit lui comme ça, celui-ci serait plus subtil que celui-là. Voilà, en train de faire son œuvre, en train de prendre le travail à... Ici, on voit combien d'artistes, non? Oui, ça change. Mais ça oui, on le voit, ça a l'air intéressant quand ils le font, non? Cette perfection robotique, non. Ce qui prenait, tu vois, des mois ou des années, peut-être, à construire celui-ci en seulement qu'est-ce qu'il dit ici. 15 jours il le fait, c'est-à-dire, c'est fait en 15 jours. Combien de temps? Un chiffre? Des mois? Non, et il doit se retourner dans sa tombe là. Hmm, Michel-Ange, comment s'appelle l'autre? Ce Michel-Ange, c'est le bon nom? Donatello. Non, Michel-Ange Léonard? Non. Pour ça, pour laquelle la sculpture est Michel. Ange Michel-Ange, n'est-ce pas? Michel-Ange, Michel-Ange, oui, exactement. Bien. Passons aux informations, non? Mon gars, quelles informations? Continuons à discuter, c'est mieux, non, non, non. Il n'y a plus d'images, c'est fini. Passez les images, la communauté, passez les images, s'il vous plaît, je veux rester ici dans la section des images. Bon, eh bien, je crois qu'elles sont terminées. Celle-ci, non? Celle-ci, on ne l'a pas vue, non, et non. Celle-là, on ne l'a pas vue. Celle-ci, c'est dans la région de Donetsk, dans la zone occupée par les Russes. Ceci est une attaque ukrainienne contre une zone où les Russes gardent du matériel militaire. Donc aujourd'hui, il y a eu des attaques dans ces zones et ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, tout de suite, nous allons parler de l'Ukraine. Allons-y. Allons-y, passons à une autre information. Oui, oui. Allons-y, nous continuons à parler. Allez, on va. Allons-y, allons parler du sujet de l'Ukraine aujourd'hui. Zelensky et Poutine, tous les deux ne sont certainement pas des amateurs. Ils sont vraiment à fond sur ce sujet de la guerre. Et le président de l'Ukraine aujourd'hui a déjà approuvé de nouveaux plans d'attaque pour juin concernant la situation en Russie. Et on parle déjà du fait qu'ils vont utiliser les missiles longue portée que l'Ukraine a créés pour ne plus attendre une permission car il est absurde de devoir la demander pour mener des frappes sur son propre territoire et contre le pays envahisseur. Voilà. Zelensky a informé que le haut commandement militaire a déjà mis à jour tous les derniers développements et que l'armée ukrainienne tient et étend ses positions sur plusieurs fronts. Que Kiev concentre sa stratégie sur les raffineries, comme vous l'aurez remarqué, les stations de pompage et les ports d'exportation de pétrole, dans le but d'interrompre l'approvisionnement en carburant des forces russes et d'affecter l'économie de guerre du Kremlin. Regardez, cela fait déjà 4 ans que nous sommes dans cette guerre, c'est ridicule. J'ai regardé les interviews des Russes. Au début, oui, ils disaient qu'ils allaient gagner, qu'ils étaient confiants, mais ces derniers mois, je les vois vraiment à bout. Ils disent maintenant, je ne donne pas mon avis, j'ai peur d'aller en prison. Comme ça, les gens en ont déjà assez de ce qui se passe et pourtant, ils n'ont pas été touchés aussi durement que les Ukrainiens, mais l'économie les épuise vraiment. Le problème, c'est que l'inquiétude, au-delà de tout ça, concerne les militaires ou les hauts gradés. C'est ça. Voilà pourquoi. Est-ce que Poutine est paranoïaque? Ils sont très en colère, parce qu'ils sont plus faibles qu'au début. C'est-à-dire, tu te dis, ce n'est pas possible que ton pays voisin, qui n'avait pas la capacité de fabriquer des missiles, qui n'avait pas la capacité. C'est-à-dire, il y avait du talent, il y en avait, mais il n'y avait pas ce besoin urgent de fabriquer, tu vois. Ce n'est pas possible qu'ils n'aient pas pu les arrêter dans les usines. L'autre jour, il y a eu une attaque qui a détruit une partie du bâtiment d'une entreprise de drones, et les gens des drones disaient « Eh, depuis quand avons-nous déménagé ?» C'est-à-dire, oui, on a certaines opérations là-bas, mais on est déjà présent dans toute l'Ukraine et aussi à l'étranger parce qu'on savait qu'un jour, on allait évidemment être attaqué, non? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas réagi rapidement, il n'y a pas eu de bons renseignements, même si, je veux dire, ils ont toujours été très experts dans ce domaine. C'est très étrange que cela soit arrivé. Bon, on parle déjà de dizaines, certains disent même beaucoup plus de dizaines de tentatives d'assassinat contre Zelensky, par exemple, et des choses comme ça, et ils n'ont jamais réussi. C'est-à-dire, ils n'ont jamais pu faire ça en 4 ans. Et tu te dis, écoute, c'est vraiment étrange, parce que, oui, bon, ils attaquent un ancien agent qui vit en Angleterre, et ça devient très viral. Qu'ils ont fait ces opérations, non? Comme celui à qui ils ont injecté ce produit réactif, ou je ne sais pas quoi, ils l'ont mis là comme un produit chimique réactif, tu te souviens?
ou des choses de ce genre, à l'autre, eh bien, un Ukrainien d'ailleurs, un ancien président, quelque chose comme ça, à qui ils ont lancé une sorte de... Oui, Tu dis avant la guerre? Oui, depuis avant la guerre. ils l'ont défiguré. Tout le visage. On faisait toujours ce genre d'opération. Et maintenant, avec celle-ci, dans cette guerre, en l'ayant comme voisin, que ces opérations n'aient pas eu lieu ou n'aient pas abouti, mais tu vois quand même des opérations où des généraux sont éliminés à l'intérieur de la Russie par les Ukrainiens. Je veux dire, comment ne deviendraient-ils pas paranoïaques ? Et comment les hauts commandements russes ne seraient-ils pas en colère d'avoir permis que la situation atteigne ce niveau ? Donc le problème n'est pas tant cela, mais plutôt que celui qui viendra après. C'est-à-dire le prochain dirigeant que la Russie aura, parce qu'il est clair qu'il ne semble pas qu'ils auront un président à proprement parler. Mais le prochain dirigeant sera sûrement très orienté vers le militaire, ou peut-être pas. Donc, Très probablement, et bon, les estimations en termes de chiffres, selon les agences de renseignement, selon des sources indépendantes, d'après les bases de données des médias russes en exil qui ne peuvent évidemment pas être en Russie, ils estiment que le nombre de soldats russes décédés se situe entre 280 000 et plus d'un demi-million de personnes, c'est-à-dire de soldats russes qui ont perdu la vie. Et si l'on compte les pertes de personnes blessées qui ne peuvent plus retourner au front, cela peut monter jusqu'à 1,5 million qui ne sont pas revenus. En ce qui concerne les Ukrainiens, ils ont perdu la vie entre 100 000 et 140 000, mais les soldats qui ne peuvent pas retourner au front sont 600 000. bon, eh bien, passons à d'autres sujets également importants. C'est en train d'être révélé, nous mettons déjà dans les commentaires que demain il y aura une action officielle contre Raúl Castro, le frère de Fidel Castro. Exactement. 90 ans passés. 94 ans, c'est vraiment âgé. L'ancien président cubain Raúl Castro, rappelons qu'il a été président pendant un petit moment. Demain, de multiples accusations seront formellement présentées à Miami, cela selon de multiples sources au fait de l'affaire. Ceci est diffusé sur Fox News. Et donc, cet homme de 94 ans a été président de Cuba de 2008 à 2018 et c'est le frère cadet de Fidel Castro. Les situations sont liées. Vous vous souvenez, nous en avons déjà parlé? À l'abattage d'un avion en 1996, deux avions civils de Brothers to the Rescue qui malheureusement ont perdu la vie dans cette affaire, 4 exilés cubains. Et donc le procureur général par intérim, ce Todd Blanchett, qui est aussi le sous-directeur du FBI Christopher Raya, et la sénatrice Ashley Moody. Le procureur général de Floride, James Uterney, devrait assister à la conférence de presse. Le directeur de la CIA, John Radcliffe, a rejoint la semaine dernière. Vous vous rendez compte, il y a eu un voyage à la Havane qui, était vraiment étrange. Je ne sais pas depuis quand quelqu'un de ce niveau n'était pas allé à Cuba. Et donc, ils ont discuté justement de ce sujet. Cette possibilité a été divulguée. Et donc, demain, on est censé voir ça. Et maintenant, ce qui change, c'est justement cette question avec Cuba, qu'ils peuvent arriver soudainement et l'emmener comme avec Maduro ou d'autres. Ou bien, qu'est-ce qui change en fait? Ou qu'est-ce qui change, non? Eh bien oui, c'est vrai que la question reste en suspens parce qu'on ne sait pas. Pas vraiment, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment quelle est l'intention derrière tout ça, n'est-ce pas? Au bout du compte, si l'intention est de faire comme dans le cas de Maduro, je pense que dans le cas des Cubains, il se pourrait que les opérations soient très différentes. C'est-à-dire, c'est un pays qui était beaucoup plus proche des États-Unis et qui a déjà eu ces tensions à un moment donné. Donc je ne pense pas qu'ils vont faciliter les choses dans ce sens-là, comme cela s'est passé avec, n'est-ce pas? Cet excès de confiance de Maduro a, selon moi, été son erreur, non? Oui, mais je ne pense pas que cela va se répéter, mais bon, qui sait, peut-être, on verra. Dernièrement, les Américains publient beaucoup d'images de la Delta Force en train de faire des exercices, vous savez, non? Comme pour faire comprendre que voilà, ils sont là, non?
Et qu'ils vont bientôt intervenir. Oui, c'est ça, ils essaient de montrer un peu leur force, non? C'est le sujet qui a occupé les derniers jours. Dites, les tempêtes continuent, il y a autre chose à ce sujet, ou pas? Non, de Cuba non, du Venezuela oui, aujourd'hui. Jorge Rodriguez, le frère de Delcy Rodriguez, a assuré qu'ils allaient libérer 300 prisonniers politiques dans les prochains jours. S'ils le font vraiment correctement, on ne sait pas, car la dernière fois, ils nous ont juste baladés. Eh bien, il n'a même pas de cheveux, mais le président de l'Assemblée nationale du Venezuela affirme cela, que 300 prisonniers politiques vont être libérés grâce à la loi d'amnistie, c'est-à-dire Donc le point, c'est que Rodriguez donne déjà cette annonce. Tu dis que c'est une bonne nouvelle, non? oui. J'espère que ça se réalisera, j'espère que ça se réalisera vraiment. Eh bien, aujourd'hui, je crois, aujourd'hui, en fait, oui. Ils ont libéré une jeune fille de 16 ans, oui, et aussi la femme la plus âgée qu'ils détenaient, âgée de 70 ans. Ils l'ont déjà libérée, lundi, ils l'ont libérée. Samantha, elle s'appelle Samantha. Ils l'ont libérée, la jeune fille est restée 6 mois. Oui, non, c'est incroyable, elle a été détenue 6 mois à 16 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est incroyable, non? Elle va enfin rentrer chez elle, retourner à l'école, qui sait ce qu'elle a vécu détenue là 6 mois. Ils l'ont été, surtout car elle est la sœur d'un militaire dissident, donc sans raison qu'elle ait mal agi. Même rien du tout. Manifestante, non, c'est uniquement parce qu'elle est la sœur de non. Sa famille est persécutée depuis des années. En fait, plusieurs de ses oncles, un oncle, son frère aîné et un cousin, sont toujours détenus. Eh bien, voilà la situation. Eh bien, j'espère vraiment que les choses seront différentes, comme l'ont promis Delcy et Rodriguez, indépendamment du fait qu'il doit y avoir des élections. Mais si vraiment ils veulent un changement, comme ils l'ont dit, eh bien, ils devraient agir d'une manière très différente. Et on en est loin, non? J'en ai parlé avec des gens qui nous écrivent depuis le Venezuela et qui nous disent « Eh bien, oui, c'est comme s'ils avaient en fait un coup de peinture ». Mais bon, ils voient les choses pareilles et ils ne voient d'un pas quand auront lieu ces fameuses élections. Non, c'est le sujet qui reste encore en suspens. Passons à autre chose. Bon, passons déjà aux commentaires. On laisse ici l'image de l'état des tempêtes en ce moment. Là-bas au Texas, à Coahuila, c'est-à-dire, eh bien déjà à Coahuila, mais plus maintenant. À ce stade, comme vous pouvez le voir, les tempêtes sont déjà descendues un peu plus vers le sud. On va dire non. On va enlever le commentaire ici, et voilà, là on peut voir. Donc vers le centre, vers l'est du Mexique, là-bas du côté de Tamaulipas. Il est possible qu'il y ait quelques orages à certains endroits, et aussi dans le centre du pays, il y aura des orages. C'est en ce moment, c'est à l'instant même, donc si on regarde, la plus grande quantité d'orages se trouve à San Luis Potosí et ça se passe en ce moment. C'est déjà passé à Victoria, c'est déjà passé à Tampico et c'est dans cette zone entre San Luis Potosí et Tampico, mais non, ça ne touche pas Tampico, apparemment c'est, disons, dans toute cette région, Ciudad Valles par exemple, non. C'est là que se trouvent les orages, assez intenses, comme on peut le voir, et il y a aussi quelques autres points, par exemple vers Oaxaca, vers Iguala, Mexico, Morelia nuageux, Poza Rica aussi nuageux, avec également des possibilités d'orage. Mais le plus fort, regardez, c'est la quantité d'orage. C'est impressionnant. Orage électrique également pour le Texas, du côté de Waco. Vous vous souvenez du cas de Waco? Texas très touché, Austin, Texas, San Antonio, etc. Houston aussi, là-bas il y a des orages. Mississippi aussi parce qu'il y a d'autres zones du sud-est des États-Unis qui ont aussi des orages, non? Et qui ont une forte activité en ce qui concerne, comment ça s'appelle? Oui, en ce qui concerne l'activité électrique, les orages et toute cette situation, n'est-ce pas? Mais la plus grande que je vois, c'est celle-ci au-dessus de San Luis. Entre San Luis et Tamaulipas, voilà, allons-y donc aux commentaires. Comment ça s'est passé pour vous? Comment allez-vous? Merci beaucoup de nous accompagner. Eh bien, je veux dire, dans la mesure du possible, on essaie que ce ne soit pas seulement des informations, mais aussi un peu d'humour, n'est-ce pas? C'est tellement nécessaire en ce moment. Eh bien, je remercie toute la communauté qui nous recommande. Merci beaucoup d'être ici, de parler de nous recommander et d'essayer, eh bien, d'être aussi... C'est-à-dire, eh bien, maintenant oui, c'est en discutant, non? En discutant de ce qui se passe dans le monde. Il dit, bien, c'est que nous parlons, même si nous parlons la même langue, parfois je ne te comprends pas quand tu fais des commentaires, Pépé. Un grand salut. Marine Némonte, eh bien, tu vois, on avance, on commence à comprendre. Crois-moi que moi aussi, quand je vois des commentaires ou des publications, surtout de Chiliens, n'est-ce pas?
En vérité, parfois c'est difficile, qu'a-t-il dit, qu'est-ce que ça veut dire, non? Comment ça se traduit? Mais la vérité, c'est que petit à petit, on s'est habitué et on arrive à se comprendre entre tous les hispanophones. Non, parce que en fait, regarde, même si c'est dans le même pays, enfin, dans le même pays, parfois, eh bien, ils parlent. On parle différemment, tu vois, donc ce n'est pas pareil un madrilène et un andalou. Non, l'andalou parle comme ça, tu vois, je ne sais pas quoi. Il a surtout un accent très marqué là-bas. Nous, on avait un camarade à l'école qui était andalou, et c'était, eh bien, vraiment le clown de la classe. Tu vois, bien sûr, le classique, il y a toujours un clown dans la classe, celui qui fait rire tout le monde. Et c'était lui, tu vois, ce gars-là, il était très andalou. Et non, eh bien non, parfois on ne le comprenait pas vraiment. Même les Espagnols disaient non, je ne te comprends pas. Et en plus, il a commencé à beaucoup traîner avec nous, qui en gros, eh bien, on était un groupe de un Brésilien, quelques Mexicains, et les autres étaient espagnols. Et donc on a commencé à leur apprendre des blagues à double sens mexicaines, tu vois, mais ils n'avaient aucun filtre. On raconte qu'ils se mettaient alors à dire tous les jeux de mots partout, tu vois. Mais c'était vraiment drôle parce que c'était des blagues à double sens mexicaines, mais avec un accent super andalou. Donc c'était vraiment, vraiment marrant à voir. Du genre, hey, t'as vu le toit blanc et je sais pas quoi, et par exemple, tu vois, ça, et donc nous, on était morts de rire, ça nous faisait vraiment rire d'entendre ça, ce mélange, tu vois. Donc avec Internet, je me souviens que les premières d'ailleurs vidéos sur YouTube, c'était comme ça, toutes, comment on dit, je sais pas quoi, en chilien, en argentin, et je sais pas quoi, tu vois. Et ils étaient à la... Et quels sont les plats préférés des... On était en train de faire connaissance les 5 ou 6 premières années de YouTube, c'était pour apprendre à se connaître entre latino-américains, tu vois, et maintenant, celui qui ne sait pas ce qu'est une arepa, il est vraiment à côté de la plaque. Non, tu vois, c'est comme si on s'était déjà connus. Eh bien, je me souviens ce Chilien très célèbre, un YouTuber, un German Garmendia, German. Je crois qu'ils ont déjà supprimé les vidéos, mais quelqu'un m'a envoyé, en fait, un ami YouTuber chilien m'a envoyé une vidéo de lui, de German Garmendia quand il commençait à peine. Je ne comprenais absolument rien. Non. On ne comprenait rien, il parlait trop vite. Et en plus, l'accent. Oui, mais il l'a atténué, oui, c'est-à-dire, il l'a un peu neutralisé pour que tout le monde puisse le comprendre, non? Oui, c'est fou. Salut, bonjour, Marine Mons, salutations. Papa, non. Et Papa Novak blague au téléphone, maman, je viens, je me suis encore disputée avec mon mari pour qu'il comprenne, je vais chez toi. Ça ne servira à rien, ma fille. Si tu veux vraiment le punir, il vaut mieux que je vienne chez toi. Oui, il va apprendre. Merci beaucoup, papa, de nous accompagner et de nous informer toute la journée. Salutations à Jésunard. Salutations, Jésus, Raoul Tapatia demande qu'est-ce qu'un anticucho? Qu'est-ce qu'un anticucho? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Beto Obama dit bonjour, que demanderiez-vous à Trump? De combien d'argent a-t-il besoin pour être heureux? À ce stade, ce n'est plus une question d'argent, Beto? Non, la question est bonne, voyons leurs réponses et leurs réactions. Combien d'argent te faut-il pour être heureux? C'est une question très paradoxale, surtout pour quelqu'un qui, eh bien, qui a déjà beaucoup, n'est-ce pas? Ou qui fait semblant, enfin, qui a besoin de faire croire qu'il a beaucoup, je veux dire, il en a, mais il fait toujours semblant d'en avoir bien plus qu'il n'en a vraiment. Alors, jusqu'où ça va? Non? Enfin, c'est ça, non? En fait, la vraie des questions serait peut-être es-tu heureux? Non? Vraiment, non? C'est-à-dire, José dit les anticuchos sont des brochettes de cœur super bonnes, mais enfin, c'est quelque chose, je ne sais pas ce que veut dire skewers, ni non plus les anticuchos. Mais bon, de cœur, vraiment délicieux. Mais j'imagine que c'est un genre de fruit ou de légumes ou quelque chose comme ça, d'accord? Non. Je ne sais pas, non? Comment as-tu compris ça? Regarde, c'est comme Il dit du fond du cœur, super. un cœur super bon, c'est-à-dire quelqu'un de sympa? Le type classique, il avait bon cœur. Non, non. Je veux dire, c'est comme. Comme ça, comme quelqu'un de noble. Une personne noble, non? Oui, attends, il dit bonjour, mais Mais enfin, ici on dit noble pour les personnes qui ont bon cœur. Qui ont bon cœur. Il est très noble, mais en y réfléchissant bien, est-ce qu'on dit ça partout? Parce que si tu le dis, peut-être qu'en Espagne, quand tu dis que quelqu'un est noble, ils ne penseront pas forcément à la royauté, mais peut-être à la noblesse de cœur. il dit de lui laisser la parole. Lui laisser la parole, c'est autre chose. Il a fait un anticucho. L'anticucho chilien, c'est essentiellement une brochette grillée avec de la viande et des légumes, très populaire dans la cuisine de rue et lors des fêtes. D'accord, oui, alors on le mange, d'accord. Et ici il dit, Attends, non, numéro 1, cœur de bœuf à l'alpino. non, ça ne dit pas numéro 1, mais non, cœur de bœuf alpino.
D'accord. Alors ce n'est pas avoir bon cœur, c'est des cœurs super bons. D'accord. Donc, nourriture. Si tu parles de nourriture, moi je parle de nourriture. D'accord, d'accord. Cœur de bœuf, là-bas on en mange. Oui, bien sûr, ils en mangent, ils en mangent. Je ne savais pas, dit Rubius. Comment vont les cochons? Et non, salutations à Marcella. Comment vas-tu, Marcella? Elle dit qu'au Chili, la viande végétale, c'est quand on met des brochettes sur le grill. Et alors, Tapatia, pourquoi n'es-tu pas allé? Ou comment ça se passe? Il dit salutations à la Tapatia. Il dit le sujet pour le prochain journal, le sauvetage de Plus Ultra. Qu'est-ce que plus ultra? Plus Ultra, tu parles du Samsung? Samsung Plus Ultra, non? Ou qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être, Jalala? Salutations à Monsieur MT, il affirme qu'il n'a pas du tout plu à Brownsville. Salutations à Sendeño. Salutations à Marcella Riquelme. Salutations. Salutations. Marcella. Et aussi à Gabriel Duran Castro, et il dit abat la dictature et liberté pour Cuba. Salutations. Salutations. Gloria Hernandez, comment vas-tu, Gloria? Salutations aussi à Marie-Marin Mons, elle dit tu viens même si nous parlons à Marcelo Leite. Salutations. Salutations aussi à Panterita, à Tapatia. Laisse-moi te saluer, Raoul Sachs, comment vas-tu? Raoul, quoi de neuf, comment vas-tu? Il dit, Jalala, que l'IA pourrait transformer ou remplacer entre 300 et 800 millions d'emplois avant 2035. La plus grande révolution technologique de l'histoire a déjà commencé et avancera plus vite qu'Internet. Eh bien, en réalité, non, 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 ce n'est pas ce qui se passe. En fait, ce qui se passe est totalement différent. Oui, on a pensé que ça allait arriver, peut-être que ça finira par se produire. C'est-à-dire, oui, il y a des emplois qui vont disparaître. Il y en a d'autres qui vont être créés, c'est-à-dire définitivement. Mais ça fonctionne différemment de ce qu'ils avaient imaginé. Il y a des carrières ou des domaines qui pourraient effectivement voir leur importance diminuer. Par exemple, on pensait que ça allait être un substitut, un remplaçant pour les designers, pour les artistes, et cela n'est pas en train de se produire. Il y a aussi cette même exigence chez les gens qui disent bon non. C'est-à-dire, nous voulons des choses originales, nous ne voulons pas. Donc, on commence à voir comment. Eh bien oui, il y aura peut-être une tentative pour diviser. Ça oui, il va y avoir une lutte. C'est-à-dire une lutte dans le sens où d'un côté, on va essayer d'utiliser beaucoup l'idée et peut-être qu'elle va remplacer beaucoup de choses. Oui, oui, c'est un changement disruptif important, mais ça ne se passe pas comme on l'a cru, surtout en pensant que beaucoup d'emplois allaient disparaître, disons, de personnes peu qualifiées. Ce qui se passe le plus. Ceux qui sont le plus touchés en ce moment sont des personnes très qualifiées dans certains domaines, comme, j'insiste, le domaine des avocats. Je dis les avocats parce que c'est le domaine le plus affecté jusqu'à présent. Oui, c'est-à-dire tu imagines quelqu'un dire non, je ne vais pas étudier le droit parce que l'IA va me remplacer. Eh bien moi non. Sincèrement, je pense même le contraire, je me dis qu'il y aura la possibilité que tu sois peut-être plus efficace. Plus efficace. Par exemple, les programmeurs. Oui, les programmeurs ont dit que l'IA allait les remplacer parce que oui, c'est vrai. C'est-à-dire, l'IA te donne toute la programmation. Oui, sauf que toi, tu ne sais même pas comment l'installer, ni comment la manipuler, ni comment la modifier. C'est-à-dire, ça ne sera jamais parfait, il y aura toujours des détails à régler. Donc maintenant, ce que font les programmeurs, c'est que ce sont eux qui utilisent l'IA. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'on leur demande maintenant d'aller plus vite. C'est-à-dire ce qu'ils livraient avant en un mois, maintenant ils doivent le livrer en une semaine. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire les chefs ou les clients savent que tu vas utiliser l'IA, donc tu ne vas pas le faire toi-même. C'est-à-dire si on te dit de programmer, peut-être que toi tu vas t'y mettre et tu vas comprendre. Mais beaucoup de gens disent qu'ils n'ont même pas le temps de vérifier si le code est bon ou mauvais. C'est-à-dire, toi, occupe-toi de ça, programmeur. Utilise l'IA que tu veux. Mais toi, c'est à toi de veiller à ce que tout soit bien programmé, n'est-ce pas? Donc en fait, ça devient plutôt l'outil idéal pour les programmeurs. Peut-être qu'un programmeur de niveau moyen, maintenant, peut programmer comme s'il était d'un niveau plus avancé. Oui, c'est probablement ce qui est en train de se passer. Qui sait, non? Mais non, il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il y a un précédent sur ce sujet parce qu'on a voulu comparer et je crois que on se retourne, on regarde en arrière et on a comparé par exemple le sujet de l'électricité et les changements que cela a généré. C'est-à-dire tous les emplois qui ont été perdus quand l'éclairage électrique a commencé à se développer et qu'il y avait de la lumière. Tout ça. Et que ça l'était un... Les allumeurs de réverbères, les allumeurs de réverbères, les allumeurs de réverbères, exactement. Donc, C'est-à-dire, sinon, eh bien oui, je veux dire, à l'époque, ça aurait peut-être dû être critiqué, non? Par exemple, quand les industries évoluaient vers les usines,
puis qu'une usine plus avancée arrivait, on craignait des licenciements, et effectivement il y en avait, mais d'autres étaient embauchés. Donc jusqu'à présent, le système finissait toujours par s'équilibrer. Qu'est-ce qui va l'équilibrer? Voilà le problème. Jusqu'où ira-t-on? On va bien trouver quelque chose? Ah, je pense que oui, exactement. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on trouve un point d'équilibre. Il dit, excuse-moi, je peux t'envoyer une photo? Il dit, ah, mais le guide se trompe. Il se trompe beaucoup, il se trompe beaucoup. Oui. Oui, oui. Le père dit que le record actuel du Rubik's Cube 3 par 3 par 3 est de 2,76 secondes et il a été réalisé par le Polonais Theodor Sackler, âgé de 9 ans. Eh. C'est-à-dire, gamin tout petit, c'est un enfant. Tu dis? Mais combien de temps a-t-il mis? Armando, 76 secondes. Imagine-toi. Tu as fait un Rubik. Non, je ne l'ai jamais fait. Non, jamais moi. Moi non plus. Tu dois connaître l'astuce. Non, c'est ce qu'il faut faire. Il dit mon alobe 9812. Que pense Pépé de la politique au Mexique? Il dit mon alobe. Comment vas-tu, mon de 9e? De quel sujet? Voyons voir. De quel sujet tu aimerais parler? Dit Antonio. Comment tu vas? Salutations aussi à Guaxaxi, Texas. Merci. Salutations. Comment vas-tu, Antonio? Tu as eu de l'orage, toi, dans ce coin de tempête qui circulait par là au Texas, ou c'est où, Guaxaxi? Oui, non, je ne sais pas. Je n'ai pas vu où c'est. Non, il n'est pas dans cette fausse visite, mais je suppose qu'il ne faut pas voir où, dans quel endroit se trouve Guaxaxi. Il dit, je suis sur l'autoroute. Tu es sur la route. Oui, il s'est arrêté à l'Oxxo et a acheté un chocolat. Excellent. Je t'en demande comment on dit? Une eau minérale. Et puis un Pepsi Light? Une fois Pepsi Light, une fois Pepsi Black. Salutations à Karim. Karen est un robot qui prépare des tacos et sert des verres de vin rouge. Elle dit, c'est ce que tu veux. Salutations à Panterita qui va là où l'on sert du chocolat. Marilena dit, bonsoir, salutations de Tehuacan, famille Quiros, Onofre. Salutations, câlins à tous, courage aux malades, merci pour les infos d'aujourd'hui. Amicalement, Marilena, merci beaucoup d'être ici. Bonjour Marilena. Oui, je me souviens maintenant, nous avons parlé récemment de cette compagnie aérienne du Venezuela. Je ne me rappelle même plus ce que nous avons commenté. En racontant la nouvelle, je n'ai pas toujours tous les sujets en tête. Mais si nous avons commenté quelque chose, tu ne te souviens pas de quoi il s'agissait. Je ne m'en souviens pas. Tout ce dont je me souviens, la dernière chose dont je me souviens, c'est d'un avion de... Une compagnie aérienne, précisément celle-ci. Le plus ultra, c'est ce dont nous avons parlé. Je me souviens aussi qu'ils ont rétabli des liaisons entre les États-Unis et le Venezuela. Le premier vol est parti de Miami. C'est la seule chose dont je me souviens. Je ne me rappelle pas si c'était avec ce collègue ou pas, honnêtement. Je crois qu'il y a des problèmes avec l'Espagne, avec cette compagnie aérienne, mais il faudrait vérifier. Je ne me souviens plus de ce qu'on a dit. Il dit ham. Anticuado est un plat délicieux fait de cœur de bœuf, d'origine lipeña. Enfin, ça s'appelle comme ça, anticuado. D'accord, je pense qu'il voulait dire anticucho. Antiquada, le mot ligne s'est perdu. Aline. Salutations à celui qu'on n'a pas encore salué, Rublox. Il dit aussi Federico. Buongiorno, comment vas-tu, Federico? Bonjour. Salutations jusqu'en Italie. Salutations aussi à, Raoul, à Wendy. Comment vas-tu, Wendy? Quoi de neuf, Wendy? Salutations de New York, dit Wendy. Salutations à Dieguito. Elle dit que la pluie à Mexico est intense et que la circulation est délicieuse. Oui, je m'imagine déjà. Je m'imagine déjà comment la circulation va être au maximum, non? Je sais. C'était comme ça il y a quelques jours. Ici. Oui, dit le papa. Un jour comme aujourd'hui, en 1977, le train Orient Express direct fait son dernier voyage. C'était un train de luxe qui reliait Paris à Istanbul. Eh bien, excellente information, non? Je ne la connaissais pas. Salutations au papa de Nova. Merci de partager et de nous informer avec ces anecdotes. Salut Puf, comment vas-tu? Aujourd'hui, salutations à Fabien qui est membre d'Aguacaton. Merci beaucoup Fabien et à tous les membres de la chaîne. Et surtout, aux membres qui sont ici depuis de nombreuses années à nous soutenir. Merci beaucoup pour cela. Un immense salut à vous. Guillermo dit « Au Mexique, ils cherchent à boycotter Arcangel et le dénoncent. Que se passe-t-il? Quel Arcangel? Ce sera l'ange de l'indépendance ou quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas, Guillermo. Peggy dit « On a vu des tempêtes, des éclairs, perdu l'électricité. Les meubles dehors se sont envolés dans le nord de Houston, au Texas. Voilà ce qui s'est passé. » À plus tard. Bien sûr, Peggy. Salut, ils vont bien actuellement. Il dit « Comment vas-tu? Druru Blogs. » Excellent, salut Terminator. Il dit « Quel temps délicieux. La chaleur est agréable. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Il a fait chaud, mais pas trop ici. Ici, au moins, c'était bien aussi comme ça.
Il dit « Mais qui est-il d'ici, péruvien ?» Question. Eh oui, bonne question. Quelqu'un qui a vécu le séisme, d'ailleurs. Il dit « Moi je veux un robot qui crache. Et qui enlève les crottes de nez », ajoute Guillaume. C'est vrai, moi aussi j'en veux un. Qui danse. Salutations au papa de Noanoke. Il dit qu'on en a déjà parlé, faites un clin d'œil. Salut son père. Comme toujours, très bonne émission. Merci. Merci beaucoup, salutations. Salutations à vous aussi. Il dit qu'il ne sait pas si on l'a lu. Salutations à Gérèse, à Soli, à Soli. Soli n'a plus parlé. Voyons s'il n'y a pas de cuir. Salutations à 1, 2, 3 de ma part. Il demande quelle question poser à un vieil homme têtu et fermé qui n'entend pas raison. Il dit Quoi, c'est ça, voilà le truc. Oui, exactement. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Non, il n'y a rien. Il dit, papa de Noah, que Trump demanderait à Navarra « As-tu parié avec Poutine pour voir qui regrettera d'abord la guerre absurde contre l'Iran et l'Ukraine ?» Très bonne question. Bonne question, non? Le schéma se répète. Oui, fais comme si. Moi aussi, le même schéma. C'est étrange, enfin, parce que s'il l'a déjà vu, logiquement, tu ne répètes pas le schéma. Non, exactement. L'opération aurait dû être très différente, non. On revient au sujet de l'intelligence. Il dit « Moi, je le suis depuis 2018. Quel avocat suis-je? Gisèle, comment vas-tu ?» Non, toi, tu es un super avocat. Le truc, c'est que les membres de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui ont l'abonnement, ils ont un petit symbole qui me permet aussi de voir depuis combien d'années ils sont ici. Bien sûr, ceux qui ne l'ont pas. Je ne peux pas le savoir, mais je sais que tu as été ici. Je me souviens de toi, Hugo. Toujours. Ça fait très longtemps. Oui, bien sûr. Je remercie énormément toute la communauté, membres ou non membres, simplement d'avoir été ici. Je l'apprécie énormément. Et puis, beaucoup sont déjà des visages connus. Ce ne sont pas des visages car beaucoup n'ont pas de photos, mais ce sont des noms connus pour moi et j'en suis vraiment reconnaissant. C'est, un artiste? Non, enfin, qui sait? Moi, ce sujet-là, ces sujets, on ne les connaît pas. Qu'est-ce que c'est, une chose? L'archange est un artiste. C'est un artiste, dit-il, de bas étage, le racketonero, et on en parle beaucoup. Ça en dit long. Il a très mal parlé. La définition est vraiment excellente. Il dit qu'il a mal parlé de la chimotrophia, en parlant de la conquête et du cirque qu'ils font. C'est pour ça qu'ils veulent le boycotter. Avec sa musique, il est déjà grillé. Donc, à quoi bon? Non. Non. Elle est très bonne, c'est vrai, Ri. Aujourd'hui, on va voir Verderi. On le mettra ici, section musique latine ou rock hispanique, pour qu'il nous raconte tous les potins. Oui, raconte-nous les potins, c'est super. MT dit, quand Evo a visité Mexico à Coyoacán, il voulait enlever ma camionnette de devant ma porte et j'ai refusé et la police l'a déplacée. 2 policiers sont restés près de ma camionnette pour empêcher des gauchistes d'y toucher. Waouh, ils t'ont mis une sécurité pour la camionnette. Je trouve ça aussi fou. C'est incroyable. Il dit que Sébas est au Pérou, mais je ne l'ai pas ressenti car je suis à Arequipa, au sud. Le séisme était plus au nord, mais fort. Merci Sébas pour l'info, je te salue jusqu'au Pérou. Il dit je suis allé à la foire de Coyoacán. Tout était super, génial, José. Génial, tu es tombé. Envoie-nous une photo, voyons si tu en as une que tu veux partager. Mais non, j'aime beaucoup Coyoacán, c'est très joli. Donc quand on va à Mexico, on essaye de passer au moins une journée à Coyoacán. Il reparle de ce clown de Trump. David, comment vas-tu? Un grand salut à David. Il dit, et Italo dit, bonjour Pépé et Estris, j'aime vous regarder, vous donnez toutes les informations internationales. À la télévision, ils ne les donnent pas, ou alors ils ne font qu'un résumé. Vos infos sont complètes et indépendantes. Salutations du Chili. Merci beaucoup Italo du Chili, un grand salut. Au fait, comment ça se passe là-bas? Il dit, quand j'ai rencontré Pépé, je n'avais pas d'enfant. Waouh, José, vraiment, c'est fou. Non, il plaisante, non, il plaisante parce qu'il y a toujours eu un enfant. Non, José n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire... Quand j'ai connu Pépé, il n'avait pas d'enfant. Non, il en avait. Tu n'as pas... José n'avait pas... d'enfant. Non, Artéma, je te crois. Ils sont petits. Ils sont petits. Bon, je ne sais pas, mais ils sont petits. Non. Non, peut-être que oui, je crois que oui. Elle dit, attends-moi, elle dit... C'est où? Le camarade a disparu, il est malade. Il dit Neri, comment vas-tu? Salut Neri. Il dit ici en direct. Il dit un gros câlin Neri. Comment vas-tu? Salutations. J'ai eu envie d'une arepa, dit Digito. J'attends déjà, bientôt, je dis toujours ça parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller à cet endroit. Non, tu te souviens? Non, je ne me souviens même pas où c'est. Non, si. Où sont les hamburgers? Hamburgers ou brochettes, oui. Eh bien, à côté, non. Ce n'est pas un oui, c'est presque en face. Dit Maria Luisa. Luce, santé, bébé, je suis déjà là depuis Lima, Pérou. Je te signale qu'ici à Lima, le tremblement de terre n'a pas été très fort, mais à Ica, on l'a beaucoup ressenti, car ils sont dans le sud.
C'est que, tu vois, Séba, c'est plus au sud, j'imagine, alors. Parce que tu as raison, c'est-à-dire que c'était à Ika. Et Ika, eh bien, c'est déjà plus vers le sud, il ne reste plus beaucoup, c'est-à-dire que c'était ici, regarde. Et tu as raison, oui, c'était tout près d'Ika. Donc, donc j'imagine que les gens d'Ika l'ont bien ressenti, on parle d'environ 30 kilomètres de distance de l'épicentre. Donc oui, j'imagine que, et c'est pour ça que je dis, eh bien ça a causé le problème que ça a causé, parce qu'en réalité le séisme avait une profondeur de 50 kilomètres, donc ce n'est pas un séisme très superficiel. Ça m'interpelle qu'il ait quand même causé des dégâts, non? Ça aussi. Salutations à Christian Reyes qui dit « Bonjour, comment ça va les amis? Je salue mon épouse Tatiana. Nous vous regardons tous les jours. Merci beaucoup pour les informations. » Donc salutations à Christian et à Tatiana qui nous regardent. Salutations, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ici. D'où nous regardez-vous? On peut savoir. Salutations. Et salutations aussi à, dit-elle, Jalala. Aujourd'hui, Zapatero a été mis en examen. Enfin, les accusations publiques indiquent de possibles délits. Oui, ils sont entrés chez lui, non? Ils ont fait là ils ont vérifié sa maison. Oui. Ah, elle dit trafic d'influence, organisation criminelle, blanchiment de capitaux, falsification de documents. Oui, c'est ce que je savais, non? Il y a plusieurs choses. C'est bien, on verra tout à l'heure le reste. Il dit que les galettes d'arepa sont bonnes. Je verrai où en acheter ou en faire chez moi. Ah, et donc je dis, j'imagine que ça va nous plaire, j'imagine le goût. Elles sont épaisses, c'est juste qu'elles sont faites avec un autre type de farine. Oui, mais j'ignore s'il y a un autre ingrédient ou seulement du maïs. Ce sont juste les garnitures. Oui, mais la pâte de l'arepa, je ne sais pas si elle a un goût différent, c'est-à-dire si elle a quelque chose de différent ou si ça va avoir le même goût qu'une tortilla. Oui, je veux dire, ceux qui les ont déjà goûtés, dites-le nous dans les commentaires, s'il vous plaît. José Zaraté, n'est-ce pas? Il dit « Salut, merci beaucoup Cléo, comment ça va? Un grand bonjour. » Salut aussi à Cebola, comment ça va? Salut. Salut Cléo. De Martin, du papa, bon, eh bien, à tous, un grand merci de nous accompagner. Alors on y va, non? Voilà. Allons-y, souvenez-vous que nous sommes sur WhatsApp, Telegram et Facebook pour vous notifier des directs. X et Instagram, c'est bien Anticoucho? Oui, c'est Anticoucho. Enfin, ce n'est pas Anticoucho. C'est plus que ça, le correcteur se trompe. Il a corrigé là, Anticoucho. Anticoucho, c'est le bon, donc il faudra l'essayer aussi. Allons-y, portez-vous bien, passez une excellente journée. Demain, on sera déjà le 20 mai, l'année passe vraiment très vite. Et ici, eh bien, nous restons attentifs et nous continuons à commenter ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup. Depuis ce matin, nous sommes ici, vous le savez, en train de transmettre. Et le soir déjà, franchement... Tôt, les gars. Oui, la transmission est enfin complète, la plus longue de toutes. Nous sommes ici. José Hernandez, salutations à Cebola, Cléo, à toute la communauté, à bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de suivre la Verda. Ceci est PPPP. En direct, la vérité est intense, pure. L'insolite est réel, pur. Ici, on analyse, vision globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne. Pépé en direct, aux commandes de l'antenne. Pépé et Astrid ont dit la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui, monsieur. On fait l'appel. Abonne-toi. En direct, dans la place. Abonne-toi.